As-tu déjà entendu parler du bridgeworm ou plutôt du ver de pont? C'est une entité vraiment bizarre, connue pour se cacher sous de longs ponts routiers. Cependant, il y a des témoignages de personnes qui ont vu un ver caché sous un petit pont censé voyager sur de longues distances sans être découvert. Les bras de cette entité sont longs, environ 3 mètres, et son corps atteint 9 mètres de longueur. Il a des doigts semblables à ceux d'un humain, mais ils sont très flexibles. Il porte un faux visage qui possède de petites fentes noires et minuscules pour ses yeux et une petite bouche donnant une expression neutre. Cependant, sous ce morceau de chair se trouve son vrai visage, avec de nombreuses dents et un visage effrayant. Le tissu du vrai visage de Bridgeworm est de la chair vive, presque identique à celle des humains, mais il présente quelques défauts. Les yeux de ce monstre sont extrêmement désalignés et ressortent lorsqu'il se déplace. Selon sa faim, il peut parcourir de grandes distances pour trouver sa proie. La légende de Bridgeworm a commencé lorsqu'une photo d'une grande créature à l'intérieur d'un tunnel a commencé à circuler sur Internet. Sur la photo, on voit une grande créature blanche avec un visage triste, allongée au sol, les mains sur son visage blanc. Les gens ont commencé à spéculer sur la créature jusqu'à ce qu'un dessin apparaisse, réalisé par un internaute, sur lequel était écrit Bridgeworm, donnant le nom à la créature. Plus tard, un photographe nommé Thomas, qui avait disparu depuis un certain temps, a vu sa photo retrouvée sur les rives d'une rivière. Sur la photo, le vrai visage de Bridgeworm est révélé. La créature a peut-être avalé le photographe qui se trouvait sur place, simplement en train de faire son travail. Lorsque cette nouvelle a été diffusée, la légende de Bridgeworm a commencé à se répandre. Les gens ont commencé à le décrire comme une créature hostile qui agit comme une araignée. Il serait toujours accroché au pont ou au viaduc, attendant la prochaine victime. Lorsque la personne s'approche, il sort instantanément de sa cachette et l'anéantit sans aucun remords pour son acte. Alors voilà, laissez votre like sur cette vidéo et découvrez plus d'histoires bizarres dans la playlist. Merci! Bonjour les amis, découvrons ensemble la légende de Baba Yaga, l'une des sorcières les plus puissantes de toutes. Elle possède des capacités surhumaines, une super force, une grande résistance, et elle peut repousser n'importe quel sort lancé contre elle. En plus de cela, cette sorcière monstrueuse mange des humains. Elle dévore ses victimes en ne laissant que les os. Dans le folklore slave, Baba Yaga est un être surnaturel qui a l'apparence d'une vieille femme effrayante. Elle vole dans les cieux à califourchon sur un mortier, effaçant ses traces avec son balai. Elle vit au cœur de la forêt, dans une maison posée sur des pattes de poulet. Elle n'a ni fenêtre ni porte. Pour entrer dans la maison, il faut prononcer la phrase magique. Tourne ton dos vers la forêt et ton visage vers moi. Ainsi apparaît la porte. Mais il n'est pas conseillé d'entrer sans permission. Un exemple en est que les clôtures de l'endroit sont faites d'os humains. Il s'agissait probablement de personnes qui voulaient y entrer. Lorsqu'elle est dans sa demeure, on peut la trouver allongée sur le four, s'étendant d'un coin à l'autre de la cabane. Baba Yaga peut facilement sentir l'odeur de ceux qui s'approchent grâce à son énorme nez. Elle peut aider ou compliquer la vie de ceux qui la rencontrent. Elle aide les cœurs purs et dévore les impurs.
On dit qu'elle est une femme qui n'a jamais été aimée de toute sa vie et qui s'est isolée dans la forêt, consumée par la jalousie envers tous ceux qui sont heureux. Elle devient de plus en plus amère et envieuse lorsqu'elle voit une famille heureuse. Certains paysans russes ont vu cette sorcière vivre avec une fillette et on soupçonne qu'elle vole les enfants des couples qui traversent sa forêt, gardant l'enfant comme si c'était sa fille ou sa petite-fille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cliquez ici pour continuer à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Merci. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir un mythe indigène qui commence avec la jeune Mara, fille d'un cacique. Elle rêvait toujours de rencontrer son amour et d'avoir un mariage heureux. Une nuit, elle s'endormit et rêva d'un jeune homme blond et beau. Il descendait de la lune et lui disait qu'il l'aimait. « Mara, je t'aime. » Mara est tombée amoureuse du jeune homme éclatant qu'elle venait de voir. Mais bientôt, le jeune homme disparut de ses rêves. Elle s'est réveillée et est devenue triste en réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais quelques semaines après ce rêve, elle s'est rendue compte qu'elle attendait un enfant. Il a été difficile d'expliquer à son père l'origine de cet enfant. Quelques mois plus tard, elle a donné naissance à une petite indienne à la peau claire et aux cheveux blonds, que la tribu a commencé à appeler Mani. Mani a grandi et a gagné la sympathie de tous ceux qui ont eu l'occasion de vivre avec elle, non seulement à cause de son apparence inhabituelle dans la région, mais aussi parce qu'elle était une enfant très intelligente et porteuse d'un bonheur contagieux. Un jour, la petite s'est réveillée malade et personne ne voulait la faire sortir du hamac. Le pager a célébré des rituels de guérison et administré des potions à base de plantes médicinales, mais tout cela fut en vain. La petite n'a pas résisté et a fini par mourir. Ce fut le jour le plus triste depuis des décennies dans ce village. Comme c'était la coutume de son peuple, Mané a été enterrée à l'intérieur de la hutte où elle vivait. Toute la tribu a assisté aux funérailles et la larme du peuple tupi a inondé le sol de la hutte. Quelques jours plus tard, à l'endroit où ils avaient enterré la jeune fille, une plante jusqu'alors inconnue est née. Les Indiens décidèrent de creuser pour voir de quelle plante il s'agissait. Ils retirèrent la plante de la terre et, en examinant sa racine, virent qu'elle était brune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Les Indiens comprirent que la plante pouvait servir de source de nourriture. La plante fut alors appelée manioc. C'est une combinaison du mot mani, qui était le nom de la jeune fille, et oka, qui signifie maison de l'Indien, n'est-ce pas? Parce qu'elle est apparue là, dans la hutte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au revoir. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir la légende de Cabeza de Cuya. Il s'agit de l'histoire de Crispim, un jeune pêcheur qui vivait sur les rives du fleuve Parnaíba. Issu d'une famille pauvre, Crispim vivait seul avec sa mère, affrontant des difficultés à cause de la rareté du poisson dans le fleuve pendant la saison des crues. Selon cette légende, un jour Crispim partit pêcher de bonne heure, mais il ne réussit à en attraper aucun. Sa mère, touchée par la situation, demanda à la voisine quelque chose pour préparer le déjeuner de son fils. Cependant, la seule chose qu'on lui a offerte était un os de bœuf. Avec cet os, la mère de Crispim a préparé une soupe claire, sans viande, utilisant l'os seulement pour donner du goût à l'eau mélangée avec de la farine. En rentrant fatigué et frustré de la pêche, Crispim s'est révolté en se voyant servir cette soupe d'os. Au milieu du climat de conflit et de dispute, il a pris l'os et l'a lancé contre sa propre mère, la frappant à la tête. Avant de mourir, sa mère a lancé une malédiction sur Crispim, le transformant en monstre. Envahi par la culpabilité d'avoir tué sa mère, Crispim, désespéré, s'est mis à courir sans but.
Pendant qu'il courait, sa tête a commencé à grossir. À partir de ce moment-là, il allait errer entre les deux rivières qui parcourent de longs kilomètres et se rejoignent à Térésina. Son destin est d'errer 6 mois sur le fleuve Parnaíba et 6 mois sur le fleuve Poti. Selon la légende, Crispim ne sera libéré de la malédiction que lorsqu'il parviendra à dévorer cette personne. Certains habitants de ces régions affirment que la tête de courge élimine quiconque se trouve sur son chemin, des baigneurs dans les rivières jusqu'aux embarcations qui passent par là. Voilà mes amis, j'espère que cette légende vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, d'accord ? Aujourd'hui, nous allons découvrir la légende de l'arbre des âmes. Vers 1845, dans une petite ville de l'intérieur du Minas, il existait une légende urbaine sur l'arbre des âmes. Elle se trouvait dans un bois derrière la ville, elle était immense et creuse. Il y avait un passage par lequel les gens pouvaient entrer. Les gens croient que l'arbre était un abri pour des centaines d'âmes, qui seraient des gardiennes. Et elles tenaient les mauvais esprits à l'écart, aidant la ville à prospérer. Une fois par an, le vendredi saint, à minuit, ils sortaient de l'arbre pour une procession à travers la ville. Ils parcouraient toutes les rues, chacun tenant sa bougie à la main, donnant leur bénédiction. Les habitants, quant à eux, par respect, devaient rester chez eux. Avec tout cela, fermés, y compris les rideaux, jusqu'à la fin de la procession. Une de ces nuits-là, une fille de la ville a décidé de regarder par la fenêtre. Elle était émerveillée. Des centaines de personnes vêtues de blanc récitaient quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Elle remarqua que ces personnes n'étaient pas des êtres ordinaires, car leur corps était à moitié transparent et lumineux. Émerveillée par ce qu'elle voyait, elle ouvrit la fenêtre et sauta, les suivant. Lorsque la procession s'est terminée, les personnes sont retournées dans la forêt. La jeune fille hésita un peu à les suivre, mais pensa que, puisqu'elle était déjà allée si loin, pourquoi ne pas continuer? Éloignée derrière quelques buissons, elle aperçut l'arbre et vit les personnes entrer et disparaître. La dernière personne de la file s'arrêta avant d'entrer, se tourna vers la jeune fille et la regarda dans les yeux. Elle commença à marcher dans sa direction. Pour une raison quelconque, la jeune fille n'eut pas peur et attendit que le fantôme s'approche. La femme lui tendit la bougie. un cadeau pour son courage. Merci. La femme est retournée vers l'arbre. Avant d'entrer, elle a regardé la jeune fille une dernière fois et a disparu. Quand la jeune fille a regardé de nouveau la bougie, elle s'était transformée en fémur. Effrayée, elle courut chez elle et raconta à ses parents ce qui s'était passé. Ses parents, inquiets, l'ont renvoyée dans la forêt et lui ont dit qu'elle devait enterrer le fémur sous l'arbre, car ils ne voulaient pas d'un os humain dans la maison. La fillette a été vue pour la dernière fois entrant dans la forêt. Ses empreintes pouvaient être vues jusqu'à l'arbre, mais elle n'y était pas. La légende dit que la jeune fille peut être vue pendant la procession. Elle marche en tenant sa bougie à la dernière place dans la file des fantômes. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature surnaturelle sinistre. Ces premiers témoignages ont eu lieu ici au Brésil. En 1560, le père José de Anchieta a écrit une lettre qui disait ceci. Il vit la plupart du temps sur les rives des rivières et des marais. Et il est appelé Boitata par les indigènes. Lorsque cette créature est aperçue, on remarque un faisceau de lumière scintillante, éclairant autant que le soleil. Rapidement, cette créature capture sa proie. Quoi que soit cette chose, je ne connais pas vraiment son origine, ni pourquoi Dieu l'a placée sur terre. Voici les mots utilisés pour décrire l'être mythique que les Indiens appellent Boitata. Le terme Boitata est la réunion de deux mots, n'est-ce pas? Bois qui signifie serpent et tata qui veut dire feu, c'est-à-dire serpent de feu ou chose de feu aussi, n'est-ce pas?
La légende raconte, n'est-ce pas, qu'il y a très longtemps, une nuit s'est prolongée très longtemps, donnant l'impression que la lumière du jour ne reviendrait jamais. C'était une nuit très sombre, sans étoiles, sans vent, sans bruit. C'était une période de grand silence. Les hommes vivaient enfermés chez eux et souffraient de faim et de froid. Papa, quand reverrons-nous le soleil ? Je ne sais pas, mon fils. Je n'ai même plus idée depuis combien de temps nous n'avons pas vu le soleil. Je suis désolé. Espérons qu'un jour il reviendra. Il n'y avait aucun moyen de couper du bois pour les braseros qui gardaient les gens au chaud. Impossible de chasser dans cette obscurité. On ne voyait rien. C'était une nuit sans fin. Les jours passaient et la pluie a commencé. Il a plu énormément. Il y avait tellement de pluie que tout a commencé à être inondé et beaucoup d'animaux ont fini par mourir. Un grand serpent qui vivait endormi sur un immense tronc s'est réveillé affamé et a commencé à manger les yeux de ces animaux morts qui brillaient en flottant sur les eaux. Certains disent qu'il brillait à cause de la lumière du dernier jour que les animaux avaient vue. Après avoir mangé tant d'yeux brillants, ce serpent est devenu éclatant comme le feu et transparent. Le serpent s'est transformé en ce monstre appelé Boitata. Quiconque rencontre cet être fantastique peut devenir aveugle, perdre la raison ou même mourir. Apportez la cage, nous allons emmener tous ces animaux sur le navire. Ils valent une fortune sur le marché noir. Dépêchez-vous, bande d'incapables. Chef, nous avons entendu un bruit venant de là-bas. J'ai peur. Pourquoi avoir peur? Ce n'est qu'un autre animal. Allez, ne perdez pas de temps, bande d'incapables. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis juste un... Ainsi, pour éviter le désastre, les hommes croient qu'ils doivent rester immobiles, sans respirer et les yeux bien fermés. La tentative d'échapper à ce serpent enflammé présente des risques pour la personne, car cette attitude représente la culpabilité de l'humain. Elle imagine que vous êtes dans la forêt en train de faire quelque chose de mal, de détruire la forêt ou de chasser les animaux. Le Boitata est connu comme le protecteur des forêts et des plaines, privant toute personne de sa vie en un instant. Prends garde, toi qui arpentes la forêt. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Boto Rose, ou Boto Rosado. On pense que la légende du Boto est née dans la région amazonienne il y a des centaines d'années. On dit que lors de nuits spéciales comme les fêtes de la Saint-Jean ou de pleine lune, le Boto Rose apparaît là où il y a des femmes seules. Il sort du fleuve transformé en un jeune homme élégant, vêtu de blanc et portant toujours un chapeau sur la tête pour cacher l'orifice par lequel il respire. Sa transformation ne fait pas disparaître cette caractéristique du Boto. Il apparaît auprès des jeunes filles au bord du fleuve ou danse avec elles lors des bals. Le Boto parvient à les séduire avec sa douceur et son charme. Il les emmène au fond du fleuve et, dans certains cas, finit par avoir un enfant avec elles, les laissant seuls pour s'occuper des enfants. Quel type peu fiable! Ce n'est pas seulement son charme et sa douceur qui les font tomber dans ce discours. Il utilise un enchantement sur les gens. Cela laisse des séquelles dans la vie de ceux qui le connaissaient. Après la rencontre avec l'être fantastique, les femmes semblaient tomber malades d'amour, entrant dans un état de mélancolie. Elles deviennent maigres et pâles. Beaucoup devaient être emmenés chez le guérisseur pour retrouver leur état normal et continuer leur vie. Pour cette raison, lorsqu'un jeune homme inconnu apparaît à une fête en portant un chapeau, on lui demande de l'enlever pour s'assurer qu'il n'est pas un Boto. C'est pourquoi les gens ont commencé à dire que lorsqu'une femme a un enfant d'un père inconnu, il est le fils du Boto. Avant l'aube, il plonge à nouveau dans les eaux du fleuve, se transformant de nouveau en Boto.
Il reviendra plusieurs fois dans l'année pour répéter ce cycle étrange. Alors voilà mes amis, laissez un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la playlist pour voir plus de vidéos. Merci. Salut les amis, ça va? Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un like. Beaucoup de gens regardent la chaîne et ne sont pas encore abonnés, alors abonnez-vous juste en bas, d'accord? Avant toute chose, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà entendu parler de cet au-delà? Cet au-delà serait un univers parallèle, une réalité alternative où, soi-disant, nous pourrions tous y accéder, mais nous ne savons tout simplement pas quand ni comment cela se produira. Imagine que tu prennes un bus et, en t'en rendant compte, ce même bus ne suit plus son trajet habituel. Il t'emmène vers un endroit que tu ne connais pas, mais qui est froid et sombre, un autre univers. Tu serais tout simplement sorti de ton monde et entré dans une autre réalité. Ça peut sembler fou, mais c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous ne savons pas exactement comment est cet Alem. Les informations que nous avons ne sont que des caractéristiques racontées dans quelques témoignages trouvés ici sur Internet. En gros, cet Alem serait quelque chose de similaire à notre réalité, mais en plus sombre. Les récits racontent que l'endroit est sale, sombre, et que les gens là-bas auraient des yeux plus enfoncés et noirs, ressemblant plus à des morts vivants qu'à autre chose. Nous avons peu d'informations, mais il est clair que ce n'est pas un bel endroit. Et vous n'aimeriez pas y aller, ça j'en suis sûr, les gars. Les premiers récits connus sont apparus il y a très longtemps. À l'époque où le réseau social Orkut était très populaire, ici au Brésil, il y avait une communauté appelée Sete Alem. Et elle a été créée par Luciano Militi. Dans les années 90, il aurait vécu une expérience vraiment bizarre. Pour lui, c'était la preuve que le surnaturel existe. Et puis, avec le temps, 10 ans plus tard, il a décidé de créer cette communauté pour partager son histoire et voir si d'autres personnes ont vécu la même expérience. Dans le récit de Luciano, il rentrait de sa faculté et il devait prendre le bus pour rentrer chez lui. Il pouvait prendre n'importe quel bus qui passait à cet arrêt, car tous passaient devant chez lui. Et c'est pourquoi il a pris n'importe quel bus sans même regarder l'affiche. Il a fait signe et il est monté dans le bus. Il s'est assis à côté d'une personne. Pour profiter du temps, il a pris un livre et a commencé à lire. Peu de temps après, Luciano a remarqué que le bus mettait du temps à arriver à destination. C'est alors que la personne à côté de lui l'a tapoté et lui a posé la question suivante. « Tu ne vas pas à Sete Alem, n'est-ce pas ?»« Sete Alem ? Qu'est-ce que c'est? De quoi parlez-vous, madame ?» Et la vieille lui a reparlé une fois de plus. « Si ton destin n'est pas Sete Alem, il vaut mieux que tu descendes maintenant. » Il a souri, un peu confus, a regardé autour de lui et a vu que tout le monde le regardait. Non seulement tout le monde l'a regardé, mais ils ont aussi commencé à crier. Dégage tout de suite, espèce de malchanceux. Sors d'ici, jusqu'à ce que le chauffeur et le receveur commencent à crier et à lui dire de descendre immédiatement. C'est là que Luciano n'a rien compris et il est descendu du bus quand même, tu vois. Il a trouvé tout ça très étrange. Il n'avait jamais vécu ça. Alors il est descendu à n'importe quel arrêt juste pour se débarrasser de ces gens bizarres. Quand le bus est parti, il a vu qu'il prenait un chemin différent de celui qu'il aurait dû prendre. Il a disparu. L'un des témoignages qui a beaucoup attiré l'attention était celui d'une femme appelée Antonia qui aurait soi-disant perdu sa fille à Sete Alem. C'était un jour normal. Antonia était à la maison quand soudain le téléphone a commencé à sonner.
En décrochant, elle a entendu un homme dire qu'elle devait venir chercher sa fille dans un escalier d'une résidence. Elle a demandé « Escalier, de quoi parlez-vous » ? « Ma fille est ici à la maison, de quoi parle ce type ?»« C'est une blague ?» ?»« Madame, elle ne portait pas une chemise verte quand elle a disparu ?» Pour venir la chercher, venez simplement ici, dans l'escalier de la copropriété. La femme a commencé à crier sur l'homme au téléphone en disant « Quelle histoire folle est-ce que c'est? Ma fille est ici avec moi !» Antonia a pensé que c'était une blague et a dit qu'elle allait appeler la police. Et à ce moment-là, la communication a été coupée. Le lendemain, la fille d'Antonia est allée se promener avec son père dans le parc du quartier. Et quand elle est revenue, après un certain temps, elle était très effrayée et portait une chemise verte. La fillette qui était effrayée a dit qu'elle s'était perdue dans un immeuble pendant qu'elle se promenait avec son père. Comme elle ne savait pas où elle était, elle a commencé à pleurer et à crier. Jusqu'à ce qu'un homme aux yeux foncés apparaisse et lui propose de l'aider. Il a dit qu'elle se trouvait à Cétéalem. Antonia pensait que sa fille imaginait des choses. Mais la fillette a juré à sa mère qu'elle disait la vérité. Elle a même dit que cet homme aux yeux foncés avait appelé sa mère pour l'avertir qu'elle serait perdue à cet endroit, dans un escalier d'une copropriété. Et tout cela se serait passé en quelques heures ici, dans notre monde, dans notre réalité. Car selon la fillette, elle serait restée à Cétéalem pendant 7 longs jours. Mon Dieu! Et pour sortir de là, cet homme aurait emmené la fillette dans un escalier qu'elle a monté et où elle aurait retrouvé son père. C'est alors que sa mère s'est souvenue de l'appel de la veille et est restée sous le choc. Imagine-toi vivre une situation pareille. T'es là, tranquille, en train de lire un livre, tu rentres chez toi. Puis une vieille bizarre s'approche de toi et te dit de descendre du bus en disant que ta destination n'est pas cette au-delà et que tu dois descendre tout de suite. C'est fou. Et en plus, tout le monde dans le bus commence à crier sur toi, te disant de te casser, mon pote. Le truc est dingue, mec. C'est vraiment bizarre, frère. Moi, je me serais chié dessus et j'aurais flippé grave, tu vois? C'était en gros l'histoire de Luciano à propos de Sept au-delà, ce monde parallèle bizarre. 10 ans après ce jour-là, il a décidé de créer cette communauté sur feu Orkut pour voir s'il trouvait d'autres témoignages de personnes qui auraient aussi connu cet endroit. Et tu sais quoi? L'idée du gars a marché, mec! Rapidement, de nombreux témoignages ont émergé dans sa communauté évoquant des expériences vécues à Sept au-delà. Chaque histoire était plus étrange que la précédente. Voici le témoignage de Julio vécu dans un centre commercial de sa ville. Quand il a eu envie d'aller aux toilettes, Julio a remarqué que la lumière a vacillé puis est revenue tout de suite après. C'était une question de secondes. Il s'est lavé les mains et, en sortant des toilettes, il n'était déjà plus dans notre réalité. On aurait dit qu'il était dans un centre commercial totalement différent. Selon lui, les gens se ressemblaient beaucoup, mais ils étaient effrayants en même temps. De plus, les magasins n'étaient pas ordinaires. Elles vendaient des choses étranges, comme des crochets, des fers à cheval et même des animaux qu'il n'avait jamais vus. Julio a réussi à regarder le visage d'une petite fille qui passait. Elle avait l'air normale, mais quand il s'est concentré, il a vu qu'elle avait des yeux noirs et un air malveillant. Julio n'a pas du tout aimé ça. Il est retourné en courant à la salle de bain, a pris son téléphone portable et a essayé d'appeler sa famille. Sauf que son téléphone ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de réseau. N'arrivant à contacter personne, il est ressorti des toilettes. Tout était revenu à la normale, heureusement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe rien qui puisse prouver ou justifier l'existence du monde parallèle de Cétéalem. Les informations que nous avons ne sont que des récits racontés sur Internet. En analysant les informations qui sont apparues au fil des années, Cétéalem serait un univers parallèle, et les portails vers cet endroit étrange seraient disséminés dans notre monde.
Pour y entrer, il suffirait simplement de trouver ces portails. Mais c'est là que réside le problème. Il est impossible de les identifier. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que tu n'arriveras à Cétéalem que par erreur ou par hasard, tu vois, mon pote. Mais toi, tu crois qu'il pourrait y avoir des portails vers d'autres dimensions? Ou tu penses que cette histoire, c'est juste pour faire peur? Beaucoup de gens croient encore à ces récits aujourd'hui, les amis, et ils ont même peur d'ouvrir des portes ou de monter dans un bus. Alors voilà les amis, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, comme ça vous serez protégé de toute apparition pendant 7 jours, d'accord? Alors c'est tout, je vais m'arrêter là et au revoir. Il y a quelque temps, une créature étrange est apparue sur Internet et a empêché beaucoup de gens de dormir. Il s'agit de Big Charlie, une grande créature ressemblant à un mammifère. Elle ressemble à un certain type d'animal bovin, mais en même temps, elle possède une protubérance semblable à un bec d'oiseau sur son visage. En gros, cela ressemble à un animal mutant avec de l'acide désoxyribonucléique de vache et des traits d'oiseau. Son corps est si maigre que l'on peut voir sa cage thoracique. Tu sais, mec, ses os des côtes, tu vois? Il a aussi une crinière sombre et épaisse qui va de sa tête jusqu'à l'arrière de la créature. Ses yeux sont un peu blanchâtres, ce qui peut indiquer que la créature est aveugle, qu'elle ne voit rien. Elle utilise probablement un autre sens pour s'orienter géographiquement et se déplacer, n'est-ce pas? Ses jambes sont très longues par rapport à son corps. Il est même difficile de croire que ces petites tasses puissent supporter son poids. Big Charlie mesure environ 10 mètres de haut et il est apparemment docile. Mais si quelqu'un s'approche de la créature, il peut finir par nuire à sa santé. Mais on ne parle pas de dégâts physiques, mais bien de dégâts moléculaires, mec. Pour une raison quelconque, cette créature émet une grande quantité de radiation. Le simple fait d'être à moins de 5 mètres de lui suffit à affecter ton corps. On pense que Big Charlie était une expérience de laboratoire ratée et pour une raison quelconque, il s'est échappé de sa captivité et rôde maintenant dans les villes. Alors, mes amis, si vous voyez Big Charlie dans la rue, faites attention. Sa radiation te transformera aussi en créature. Contrairement à d'autres créatures qui ont l'intention de faire le mal, Big Charlie ne montre aucun signe de colère envers les humains ou quoi que ce soit de ce genre. Il erre simplement sans but, se nourrissant de plantes, d'herbes, entre autres choses. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Chupacabra. C'est une créature responsable d'attaques systématiques dans les zones rurales de plusieurs pays des Amériques. Le nom de la créature fait référence à la découverte de plusieurs chèvres mortes dans une ferme à Porto Rico. Elles ont été retrouvées avec des marques de morsures sur le cou et le sang complètement drainé. Chacune d'elles avait 3 perforations dans la poitrine. Peu après les premiers signalements des incidents à Porto Rico, plusieurs décès d'animaux ont été signalés dans d'autres régions. Il n'existe aucun rapport confirmant l'existence de cette créature étrange. Et beaucoup disent qu'elle n'existe pas. Cependant, des témoignages d'agriculteurs affirment que le Chupacabra est une réalité, qu'ils doivent toujours affronter. Un agriculteur qui a voulu garder son identité secrète a affirmé avoir vu le Chupacabra lors d'une nuit de pleine lune. Il dormait quand il a entendu les cris de ses chèvres vers 3 heures du matin. Convaincu que quelque chose n'allait pas, il a pris son fusil et est allé voir ce qui se passait. Quand il est arrivé sur place, la créature était sur l'une des chèvres. Selon le fermier, la créature ressemblait à un hybride de reptile et d'humain. Avec quelques cornes sur la tête et des yeux noirs. Quand il a visé pour tirer sur la créature,
Elle s'est enfuie. La vitesse de la créature est incroyable. En quelques secondes, elle avait disparu à l'horizon. En observant les pauvres bêtes au sol, il a constaté que seules les femelles avaient été attaquées. Les mâles ont été ignorés pour une raison qu'il ne connaît pas. Les clôtures ne peuvent pas empêcher l'action de cette créature, ce qui cause de gros maux de tête aux éleveurs de ces animaux. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de victimes humaines, mais il vaut toujours mieux faire attention, n'est-ce pas? Et si cette bête attaquait une personne? Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et regardez-en d'autres en cliquant sur l'écran. Merci. Le grand serpent est une légende très ancienne. Elle est apparue dans la région amazonienne. Et raconte. L'histoire d'un serpent terrifiant. Et même les guerriers les plus forts la défiaient. La Boyuna est un serpent gigantesque et ses proportions se perdent dans les descriptions tant elle est immense. Selon certaines versions, elle peut prendre la forme de grands bateaux ou même de navires, ce qui fait que de nombreux navigateurs se trompent. La plupart du temps, elle reste dans l'eau à attendre ses proies. Selon les légendes, elle attire les pêcheurs avec ses yeux. Ils brillent tellement qu'on les confond avec des torches ou des lanternes. Quand le pêcheur voit cela, il va naturellement vérifier ce que c'est. Lorsqu'il est à sa portée, Boyuna lance son attaque mortelle. Avec une seule morsure, il ne reste rien. D'autres descriptions de la créature disent qu'elle peut refléter la lumière de la lune, ce qu'elle utilise souvent pour se camoufler et piéger ses victimes. Elle préfère chasser les humains car ainsi elle peut se transformer en humain et aller dans les villages des tribus, s'infiltrer pour s'accoupler et avoir des descendants qui plus tard prendront sa place dans les eaux. Une légende très célèbre à propos de la créature raconte l'histoire d'une indienne qui vivait dans la Amazonie et qui est tombée enceinte de la Boyuna. Elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils sont nés avec une apparence très différente. Une forme hybride, mais ils ressemblaient plus à des serpents qu'à des humains. Cela a poussé leur mère à les jeter dans la rivière. Elle pensait que c'était une punition divine et a jeté les enfants dans la rivière. Là, dans les eaux froides, ils ont grandi et ont pris leur forme de Boyuna. Ainsi, un nouveau cycle a commencé. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du corps sec. La légende raconte qu'il y a très longtemps, il y avait un fils qui était très violent avec ses parents. Il les maltraitait pour n'importe quelle raison, utilisant aussi bien des mots blessants que des agressions physiques envers les personnes âgées. Les parents ne comprenaient pas pourquoi leur fils était ainsi, car il avait été élevé avec beaucoup d'amour et d'affection. Un exemple de ces attitudes déplorables fut lorsqu'il se réveilla et que ses parents n'avaient pas préparé le café. Cela a suffi pour qu'il se mette en colère et jette la table sur eux. Sa mère a été blessée, souffrant d'un traumatisme crânien grave. Son père l'a expulsé en brandissant un couteau, fatigué d'être maltraité. Le jeune homme a pris ses affaires et a quitté la maison furieux. N'ayant nulle part où aller, il est entré dans un bar à proximité. Plus tard, il s'est retrouvé dans une bagarre de bar et pour des raisons futiles, il a fini par mourir. À sa mort, il a été rejeté par Dieu pour entrer au paradis et même par Lucifer pour aller en enfer. Ses actes répugnants l'avaient rendu si impur que son corps n'est pas resté enterré. La terre elle-même, écœurée par sa présence, a rejeté son corps. Ainsi, il a été obligé d'errer partout, avec le corps tout pourri, encore plein de haine dans le cœur, faisant du mal à tous ceux qui croisaient son chemin. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu le corps sec près des arbres.
Selon elle, cette créature reste accrochée au tronc de l'arbre et quand quelqu'un passe à proximité, elle se jette sur lui en donnant une étreinte mortelle. Sa source de nourriture, c'est le sang humain, c'est la seule chose qui apaise sa faim. Laisse un like pour que le corps sec ne t'attrape pas. Il y a très longtemps, une famille vivait près d'une plantation de café, dans un village avec d'autres travailleurs. Le père travaillait dans les champs à récolter du café et la mère s'occupait de la maison avec leurs 2 enfants. Cependant, leurs enfants étaient très différents, l'un de l'autre, tandis que l'un était gentil et aidait aux tâches ménagères. L'autre était paresseux et mal élevé. Il ne faisait rien pour aider leurs parents. Un matin, la nouvelle est arrivée que certains enfants disparaissaient dans la région. Et il y avait des soupçons sur qui faisait cela. C'était une vieille femme qui vivait au milieu de la forêt. Personne ne savait grand-chose sur cette vieille femme. Seuls quelques enfants avaient vu qu'elle rôdait autour du village. Dès que la nuit commençait à tomber, elle a dit aux enfants que son nom était Kuka et qu'elle aimait aller jusqu'à la fenêtre des maisons pour les regarder dormir. Alors, quelques hommes se sont réunis pour la chercher dans la forêt et voir s'ils trouvaient les enfants qui avaient disparu. Ils ont beaucoup cherché, mais ils n'ont réussi à trouver personne. Il n'y avait aucune trace de personne vivant dans la forêt. À la tombée de la nuit, tout le monde est rentré chez soi. À cette époque, il était courant que tout le monde dorme dans la même pièce, près les uns des autres. Le fils mal élevé n'avait pas sommeil, puisqu'il passait la majeure partie de la journée à dormir. C'était un vaurien. Alors il a décidé de faire une blague à son frère. Il est sorti discrètement et a mis un drap sur sa tête pour faire semblant d'être un fantôme, n'est-ce pas? Mais il s'est arrêté en entendant un bruit venant de dehors. Il est allé jeter un coup d'œil et il s'est figé en voyant ce qu'il observait. Une vieille femme à l'apparence étrange, avec des cheveux noirs et un visage de crocodile, lui a demandé s'il avait sommeil. « Tu n'as pas sommeil, garçon? Moi non plus, je n'ai pas sommeil. » Avant qu'il ne puisse répondre, la vieille l'a attrapé en quelques secondes avec sa bouche gigantesque. Il a commencé à crier comme un fou, désespéré, ce qui a réveillé tout le monde dans la maison. Le père, entendant ses cris, a pris sa hache pour essayer de sauver son fils. Mais il était déjà trop tard. Kuka avait déjà fui les lieux et disparu dans la forêt. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Curupira, également connu sous plusieurs autres noms comme Kaipora, Kaisara, Kaapora, Anhanga ou Père de la forêt. Tous ces noms désignent une entité de la mythologie Tupi-Guarani. Il serait d'un protecteur des forêts et des animaux sauvages. Connu aussi comme le démon de la forêt, il est représenté comme un nain aux cheveux rouges et longs, et bizarrement avec les pieds tournés vers l'arrière. Le voir marcher est quelque chose de très perturbant, et beaucoup s'évanouissent en voyant une telle scène. Il est le plus grand ennemi des chasseurs, les empêchant presque toujours de chasser dans la forêt. Ils essaient de suivre ses traces, mais abandonnent en suivant sa piste. Hein, l'empreinte indique par là. Il n'y a rien là-bas, chef. Essayez encore. Bande d'idiots. Le Curupira, lorsqu'il poursuit quelqu'un, a l'habitude de monter un sanglier qui a la capacité de courir très vite sur n'importe quel type de terrain. Quand il repère sa proie, il passe à l'attaque.
Les Indiens, pour lui plaire, ont commencé à laisser des offrandes dans les clairières. On dit aussi que la personne doit apporter un rouleau de tabac ou de la cachaça si elle entre dans la forêt. Les chasseurs, dans l'espoir de ne pas être dérangés par le Curupira, ont commencé à offrir ces objets. Cependant, le Curupira connaît l'intention de la personne rien qu'en la regardant. Sa présence est rapportée depuis les premiers temps de la colonisation, et lorsque quelqu'un disparaît dans la forêt, de nombreux habitants de l'intérieur attribuent la disparition au Curupira. Bonjour mes amis, ici Léo et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la légende du Dullahan, également connu sous le nom du Cavalier sans tête. C'est un type de mythe du folklore irlandais. Cet être sinistre apparaît comme un homme ou une femme monté sur un cheval noir. Et le cavalier n'a pas de tête sur les épaules. Normalement, le Dullahan porte sa tête sous le bras avec un aspect mort et pourri et un sourire démoniaque étalé sur son visage d'une oreille à l'autre. Cette créature porte un fouet fait de la colonne vertébrale de ses victimes. C'est sa principale arme d'attaque. Parfois, on peut la voir tirer une charrette ornée d'objets funéraires, comme par exemple des bougies dans des crânes pour éclairer le chemin. Les rayons des roues sont faits de fémur. La couverture de la charrette est faite de peau séchée. C'est là qu'il garde les restes des malchanceux qui croisent son chemin. Lorsque Dullahan s'arrête de marcher, soyez sûr que quelqu'un quittera ce monde. Et quand il appelle le nom de la personne, elle périt immédiatement. C'est pourquoi, dans les villes où la créature est aperçue, les gens cessent de s'appeler par leur nom pour éviter de mourir bêtement. Alors, mon cher Joseph Freidenstein, quelle a été la bonne du jour? Tu es fou, mec? Pourquoi tu as dit mon nom en entier? Tu ne sais pas que le Dullahan rôde dans les parages? Tu crois à cette légende, cher Joseph Freidenstein? Mec, tu as encore dit mon nom? Lazare, je vais partir d'ici. Je ressens quelque chose en moi. Ce n'était pas vrai. Toutes les serrures et les portails s'ouvrent pour lui. La seule façon de le tenir à l'écart est d'avoir un objet en or en sa possession. Même une seule épingle faite de ce métal rare peut repousser la créature et vous sauver la vie. On ne sait pas comment surgissent les Lahans, seulement qu'ils apparaissent au milieu de la nuit avec leur cheval étrange, courant et fouettant quiconque se trouve sur leur chemin. Alors voilà mes amis, laissez un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au revoir. Découvrons maintenant la légende de la commère Fulosinha. C'est l'esprit d'une cabocla aux longs cheveux noirs qui lui couvre tout le corps. Très agile, elle vit dans la forêt en défendant les animaux et les plantes contre les attaques des destructeurs de la nature. Elle a la capacité de troubler l'esprit des personnes qui entrent sur son territoire et de les faire se perdre sans qu'elles ne retrouvent la sortie. Elle aime recevoir des cadeaux, surtout de la bouillie d'avoine, des bonbons et du miel. Quand elle est satisfaite, elle fait aussitôt apparaître le gibier pour celui qui lui a offert un présent et permet à cette personne de sortir de la forêt. Certains anciens affirment lui parler, généralement à l'aube près de la forêt. Selon eux, l'esprit aime s'approcher des personnes âgées parce qu'elles ne représentent aucun danger et surtout, elles ont l'habitude de toujours lui offrir quelque chose. Elle a une personnalité espiègle, parfois méchante, d'autres fois bienveillante. Cela dépend beaucoup de la personne qu'elle rencontre. On dit qu'elle coupe violemment avec ses cheveux ceux qui entrent dans la forêt sans apporter d'offrande et qu'elle enroule aussi la langue de la personne. Furtive, son sifflement devient plus faible à mesure qu'elle s'approche.
donnant l'impression qu'elle est loin. Elle aime aussi tresser et nouer la crinière et la queue des chevaux. Elle seule peut les défaire, si on la cajole, bien sûr. Kuma de Fulosigna était une enfant pleine d'énergie et adorait jouer dans la forêt. Mais un jour, elle s'est éloignée de chez elle et s'est perdue. À force de chercher le chemin du retour, elle est morte d'épuisement. Son esprit s'est mis à errer dans la forêt à la recherche du chemin du retour. Cependant, Il a adopté la forêt comme son nouveau foyer. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Yara, une légende très intéressante du folklore brésilien. La légende raconte qu'elle est une magnifique sirène qui vit dans le fleuve Amazon. Sa peau est mate, elle a de longs cheveux noirs et des yeux marrons. Yara a l'habitude de se baigner dans les rivières et de chanter une mélodie irrésistible. Ainsi, les hommes qui l'entendent ne peuvent résister à ses charmes et sautent dans la rivière. Elle a le pouvoir d'aveugler ceux qui l'admirent et d'emmener au fond du fleuve tout homme qu'elle souhaite épouser. Les Indiens croient tellement au pouvoir de Yara qu'ils évitent de passer près des rivières au crépuscule. Priez pour ce à quoi elle ressemble. Pour éviter d'être ensorcelés, ils mettent des feuilles ou des brindilles dans leurs oreilles dans l'espoir de bloquer le son. Waouh, quelle belle voix! Ah, je suis amoureux. Attends-moi. Selon la légende, Yara était une indienne guerrière, la meilleure de la tribu, et recevait beaucoup d'éloges de son père, qui était le pagé. Ses frères, jaloux d'Yara, décidèrent de la tuer pendant la nuit, alors qu'elle dormait. Yara, qui avait l'ouïe très fine, les entendit s'approcher et les tua. Craignant la réaction de son père, Yara s'enfuit très loin de sa tribu. Cependant, il organisa des recherches et réussit à la retrouver cachée dans la forêt. Comme punition pour la mort de ses frères, d'une flèche dans le cœur, elle fut jetée à la confluence des rivières Negro et Solimo. Certains poissons ont emporté la jeune fille, au fond de l'eau et l'ont transformée en une belle sirène. Depuis lors, Yara continue de chanter et d'hypnotiser les hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like